trou de mémoire aujourd'hui, l'histoire d'un vieux manoir et de son fantôme qui empêche toujours les Espagnols de dormir. C'est la petite annonce la plus prisée du moment. La mise en vente du château de Franco par les héritiers du dictateur. Un manoir bâti au XIXe siècle en Galice, la région natale de Franco. Le généralissime y a passé tous ses étés. Après le petit déjeuner qu'il prend toujours seul, il se retire dans sa bibliothèque où il lit la presse locale. C'est l'argument de vente de l'agence immobilière. Pour 8 millions d'euros, vivez comme Franco. Profitez de sa bibliothèque et recueillez-vous dans la chapelle où le dictateur s'agenouillait tous les matins. Celui qui a régné sur l'Espagne d'une main de fer pendant près de 40 ans meurt en 1975. Sa fille unique, Carmen, vient de le rejoindre dans l'au-delà. Elle laisse à ses 7 enfants une petite urne funéraire en bois et des immeubles, des parkings, des avoirs, bref, un magot dont le montant reste très flou et qui pourrait atteindre les 2 milliards d'euros. Première décision des héritiers, vendre le château du grand-père. Problème, Franco ne l'a pas acquis d'une façon très catholique. Et aujourd'hui, on ne sait plus s'il s'agit d'un bien ou de la résidence d'été d'un chef d'État. Propriété privée ou bien publique. La députée Goretti San Martin se bat depuis des années pour récupérer le château. Pour elle, les héritiers n'ont aucun droit sur ce domaine. C'est une course contre la montre, bien sûr, mais on espère bien la gagner, cette course. Ce jour-là, elle réunit des experts, historiens et juristes, pour rédiger le dossier indispensable à une demande officielle de restitution du château. Franco a mis la main sur ce château en 1938, en pleine guerre civile. C'est donc une prise de guerre. Les miliciens franquistes ont fait du porte-à-porte pour forcer les travailleurs à donner de l'argent. À leur dire que c'était des dons volontaires, c'est ridicule. Avec l'argent récolté, les milices franquistes achètent le domaine pour en faire la résidence de vacances de leur chef. Pour agrandir la propriété, une vingtaine de familles qui vivent autour du château sont expropriées manu militari. C'est ce qui est arrivé à la maison des Babio. Voilà notre maison. Maintenant, elle fait partie du château. On nous l'a volée en 1938. Les miliciens ont d'abord menacé ma grand-mère de la déporter. Puis ils sont revenus et lui ont donné 48 heures pour quitter les lieux. Elle n'a pas eu le choix. Elle s'est retrouvée à la rue avec ses enfants. À l'avènement de la démocratie, aucun bien spolié n'est restitué. Et le château reste une propriété des Franco. Ce que beaucoup d'habitants de la région ont bien du mal à digérer. Au mois d'août dernier, ils font ce qu'ils n'avaient jamais osé. Occuper le château du dictateur pour réclamer sa restitution. Pour eux, la mise en vente est un ultime pied de nez du tyran. La seule solution, c'est que le manoir revienne au patrimoine national. Et ça doit se faire gratuitement. C'est impensable de devoir payer par-dessus le marché pour récupérer une propriété qui a été volée au peuple. Le manoir de Galice ne représente qu'une infime partie de l'immense fortune amassée par le dictateur. Carmen Enriquez est l'une des rares journalistes à avoir enquêté sur cette facette du personnage. Elle a signé une biographie de Madame Franco. La famille Franco a toujours agi comme si l'Espagne était sa propriété privée. Bon, ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui, mais ils jouissent encore de privilèges qu'ils sont les seuls à avoir. Cet enrichissement a été possible grâce à leur pouvoir absolu. Pour tous les biens qu'ils ont acquis, ils ont magouillé. C'était leur méthode. Et ce qui est fou, c'est que jusqu'à aujourd'hui, personne n'a remis ça en cause. Et oui, parce qu'en Espagne, Franco fait peur, même après sa mort. Il a gagné la guerre civile en 1939 grâce à Adolf Hitler. Et sa croisade contre le communisme a fait 1 million de morts. Avec la complicité de l'Église,
il a instauré un régime national catholique qui a duré 38 ans. Un monument à la gloire du franquisme symbolise la folie du personnage. Au nord de Madrid, Franco se fait ériger un mausolée surplombé d'une croix de 150 mètres de haut. Bonifacio Sanchez est fils et petit-fils de prisonniers politiques. Il dénonce depuis des années les horreurs du régime de Franco, trop souvent passées sous silence. Comme ce monument, le Valle de los Caídos, bâti par 20 000 opposants politiques. Ici, des forçats ont trimé pendant 20 ans. Partout autour de nous, là, il y avait des baraquements où dormaient des groupes de 40 ou 50 prisonniers. Ce sont ces prisonniers qui ont construit la basilique et le dôme. Ils l'ont taillé à main nue dans la roche. En fait, c'étaient des esclaves. Un calvaire à la gloire de Dieu et de Franco. En reposant sous cette gigantesque croix, le dictateur a fait de cet endroit un lieu de pèlerinage. Ici, les franquistes ont voulu créer un lien entre le monde spirituel et le monde matériel. Le but, c'était de couvrir les crimes de Franco et de ses militaires face au peuple espagnol et face à l'étranger. Si quelqu'un émettait le moindre doute sur les crimes commis par la dictature, l'Église était là pour dire qu'il n'y avait pas de problème, que personne n'avait commis de péché, qu'il ne s'agissait pas d'un crime, qu'il s'agissait de sauver l'Espagne et que pour sauver l'Espagne, tout était permis. Franco a régné et vécu comme un monarque absolu, confondant les caisses de l'État avec ses comptes personnels. Et son épouse a su en profiter, elle qui aimait tant les pierres précieuses. Elle avait une pièce remplie d'armoires, du sol au plafond. Et dedans, c'était truffé de tiroirs. C'était plein de bijoux. On aurait dit la caverne d'Ali Baba. Il y en avait partout. D'ailleurs, on l'appelait Carmen au collier. Cette femme adorait les bijoux. Au mariage de sa fille, la petite Carmen portait sur la tête une tiare. Une tiare 5 fois plus précieuse que celle de n'importe quelle famille royale de toute l'Europe. Citez-moi un pays où l'héritage, le patrimoine d'un dictateur, reste entre les mains de sa famille, sans que personne y trouve à redire. C'est bizarre quand même. Mais les nostalgiques de Franco ne se posent pas la question. Pour eux, le caudillo est un grand chef d'État. Un point, c'est tout. À droite, vous voyez, c'est Reagan. Ici, c'est Adenauer. Et ici, c'est le général de Gaulle lors de sa visite en Espagne. Le président de la Fondation Franco est le fils d'un ministre du dictateur. Et il prend de très haut les accusations de corruption qui salissent la famille et le régime. L'Espagne de Franco n'était absolument pas corrompue. On n'a pas pu trouver presque rien de corruption pendant les plus de 40 ans. Gonzalo dispose même d'une preuve irréfutable de la probité du généralissime. Mon père disait toujours que le général Franco n'avait que 2 costumes civils, qui étaient des costumes d'ailleurs très usés, c'est-à-dire qui sur le point qu'ils brillaient. C'est-à-dire c'était une personne qui vivait exactement avec les moyens qu'il aurait pu avoir quand il était colonel dans l'armée. À peu près, c'est un homme très austère. Un homme austère qui avait le sens des affaires, qu'il a transmis à sa lignée. Car pour faire fructifier leur patrimoine, les Franco ont su s'adapter à la démocratie. Exemple à quelques kilomètres de Madrid. Ce que tu vois là, toute cette zone appartenait à la ferme de Valdefuentes. Valdefuentes, une ferme de 1000 hectares. Franco a mis la main sur ces terres arides qui ne valaient pas grand-chose dans les années 50. Entre 54 et 55, il y a eu une série d'incendies. L'acte de vente est parti en fumée. Du coup, entre l'achat de ces terres par le caudillo et la spéculation d'aujourd'hui sur ces terrains, tout est très opaque. Au début des années 2000, les héritiers réalisent une magnifique opération. Ils rendent les terres du grand-père constructibles. Leur valeur explose.
Ils font alors une deuxième culbute en s'associant avec les promoteurs immobiliers qui construisent sur ces terrains. Ils ont créé les Constructions du Sud-Ouest, une entreprise de BTP dans laquelle la famille Franco possède des actions. Et c'est cette entreprise qui est chargée de la construction, mais aussi du plan d'urbanisation de la ville. Tout ça pour faire le plus de profit possible. Au milieu de nulle part, ils ont bâti une ville de 30 000 habitants pour Cadre Sup, avec un must. Une piste de ski artificielle, couverte et climatisée. De la neige, même en été. Un luxe extravagant dans un pays écrasé par le soleil. Les Franco ont perdu le pouvoir. Pour l'argent, c'est une autre histoire.